Et le troisième est sorti il y a quelques jours. C'est un livre important parce que c'est un livre de propositions. Après avoir déconstruit le système néolibéral, qui a provoqué les différentes crises économiques, financières, mais aussi environnementales, il pense que ce n'est pas le système qui crée ces crises profondes qui peut les résoudre, et qu'il faut faire un pas de côté et donc changer d'économie. C'est ce livre et ses propositions, ces perspectives que Benjamin Coria et Henri Savignac vont vous brosser ou dessiner dans une première heure, et ensuite j'espère que vous serez tous présents pour solliciter, pour poser des questions et solliciter leur avis. Voilà, à tout à l'heure. Si ça marche, ça marche. Bon, merci Henri, merci aux organisateurs de cette manifestation. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, personnellement, c'est avec un grand plaisir que je reviens dans cette ville. Voilà, parce que j'ai un excellent souvenir de mon passage précédent. Alors, ceci dit, avec Henri, on va essayer de vous présenter les grands thèmes de ce livre. Bon, d'abord, pourquoi ce livre? Comme Henri Trubert l'a dit, c'est le troisième. Quel est l'objet spécifique de ce livre? Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Parce qu'il nous semblait que dans un moment où on rentrait en campagne présidentielle et où donc l'économie allait d'une manière ou d'une autre occuper le devant de la scène, c'était notre devoir d'économistes, atterrés ou pas atterrés, de contribuer au débat citoyen en essayant d'apporter des éclairages qui sont pas forcément ceux que vous allez entendre et ceux qui sont pour l'essentiel reproduits par l'ensemble des médias, à quelques exceptions près, comme toujours, parce qu'il y a quand même des gens qui font bien leur métier. Donc, on avait deux objectifs. Outre l'objectif général d'animer le débat citoyen. Le premier, alors plus précis, si je peux dire cette fois, c'est de tordre le cou, encore une fois, parce que visiblement ça n'a pas été assez fait, à l'idée que la crise est d'abord une crise des dettes publiques, que c'est d'abord une crise provoquée par l'impécuniosité des États, par le laxisme de la dépense accumulée au cours du temps, et que voilà, c'était l'heure de payer la note par excès de protection sociale, par excès de santé, par excès de retraite, pour tous ceux qui sont coutumiers de la fréquentation de ces services. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les 20 dernières années n'ont pas été des années de générosité, puisque dans tous ces domaines, on n'a fait que couper. Mais néanmoins, le discours dominant est ce discours-là. Et donc, on voulait au contraire montrer que la crise dite des dettes publiques, qui par certains aspects est bien réelle, n'est que le prolongement et le produit direct d'une crise bien plus fondamentale, qui est une crise de la finance dérégulée, une crise d'un système qui s'est mis dans les mains de la finance et qui aujourd'hui d'ailleurs se trouve tellement acculé qu'il est en situation de devoir faire encore de nouvelles concessions à la finance. Alors c'est tout ça qu'on voulait dénoncer, et c'est pour ça qu'on a fait ce livre. Donc on voulait rétablir les faits, dire de quelle crise il s'agit, où on en est de cette crise, et surtout, et ça sera la tâche plus difficile d'ailleurs qui sera assumée par Henri, dire que d'autres voies sont possibles, qu'on peut faire autrement. Voilà. Donc, si vous voulez, l'objectif aujourd'hui qu'on s'est fixé, c'est à la fois d'une certaine manière, remettre les pendules à l'heure sur la crise, où on en est, pourquoi les politiques qui sont aujourd'hui mises en œuvre au niveau de l'ensemble de l'Europe nous conduisent dans une impasse, nous conduisent au désastre, et pourquoi il faut faire autrement, et comment on peut faire autrement. Dernier point, qui n'est pas du tout mineur, on n'a pas du tout comme objectif
de proposer un programme clé en main. Ça n'est pas un programme, ce sont des propositions. Et des propositions qui d'ailleurs ne sont pas toutes nécessairement totalement cohérentes les unes avec les autres. On assume absolument cette position. On met en débat des propositions qui ont des implications. Choisir certaines implique que d'autres ne peuvent être choisies, hein, parce qu'on pense que notre rôle, ce n'est pas de nous substituer aux gens, mais c'est d'offrir aux gens des éléments de réflexion, d'interprétation et de décision. Voilà. Donc, ce point est tout à fait important. Alors maintenant, j'en viens au cœur de l'exposé proprement dit. La crise, de quelle crise s'agit-il et où en sommes-nous? Alors, premier point, comme je l'ai déjà énoncé, le discours absolument dominant, hein, qui nous envahit de tous les côtés, c'est que la crise serait une crise des dettes publiques, et une crise des dettes publiques, je l'ai déjà dit, parce que les États auraient été trop dispendieux et que c'est l'heure aujourd'hui de payer la note. Alors, en l'occurrence, c'est l'heure de payer la note, ça veut dire c'est l'heure pour les citoyens de payer la note, et pas du tout pour ceux qui sont à l'origine de la crise. Alors, le point de vue qui est le nôtre, celui des économistes atterrés, et qu'on a développé maintenant à plusieurs reprises, et qui est repris dans ce troisième livre-là, c'est que la crise des dettes publiques, je l'ai dit, n'est que le prolongement d'une crise antérieure et bien plus importante et bien plus profonde. Et qu'en l'occurrence, la vraie crise, c'est la crise de 2008-2010, qui est la crise qui a failli nous plonger au bord du précipice et pour laquelle les dettes publiques ont été aujourd'hui creusées. Mais il est essentiel de bien comprendre pourquoi on a aujourd'hui un problème de déficit public. Bref retour sur la crise de 2008-2010 qui est le cœur du sujet et le cœur de la crise à traiter. On y reviendra, hein, ce n'est pas seulement pour des motifs archéologiques, anthropologiques, hein, que je reviens sur la crise de 2008-2010 parce que c'est elle qui est la toile de fond qui tisse la situation où on est aujourd'hui. Alors, factuellement, la crise de 2008-2010, elle se présente comme une crise bancaire, hein, et une crise financière et bancaire, avec ce que techniquement on appelle une crise de liquidité, à savoir les banques ne sont plus capables de faire face à leurs échéances, c'est-à-dire aux crédits qu'elles ont elles-mêmes contractés pour pouvoir financer leurs activités, voire une crise de solvabilité des banques. Ça veut dire que c'est plus seulement un problème de s'assurer des financements, c'est que tout simplement elles sont incapables durablement de faire face à leurs engagements. Et on a eu donc tout cet épisode des faillites ou des restructurations, qui sont en fait des faillites déguisées en chaîne, faillite ouverte, celle de Lehman Brothers, faillite déguisée, celle de Bear Stearns, Citibank, etc., qu'on a, avec de l'argent public, en partie recapitalisé et fait fusionner avec d'autres banques. Au fond, au-delà de la crise financière et de la crise bancaire, qui est la forme sous laquelle la crise s'est donnée, ce qui était en jeu, c'est la crise de 20 ans d'un modèle de croissance, d'un modèle d'accumulation entièrement dirigé et piloté par la finance. Et la crise explose dans son cœur même, c'est-à-dire à travers ce qu'on avait présenté comme les merveilles des merveilles, les innovations financières capables de permettre l'accès au logement des plus pauvres, et en plus, à travers des choses plus techniques sur lesquelles on reviendra, la titrisation, qui aurait en plus permis de disséminer les risques parmi des grands nombres de porteurs, et qui donc était la solution absolue. Alors, ces mêmes innovations financières sont devenues rapidement ce qu'on a appelé, les mêmes qui les portaient au nu, des actifs toxiques,
actifs toxiques qui, s'étant répandus sur l'ensemble de la planète, ont provoqué une récession la plus sévère qu'on ait connue depuis la crise de 29, avec cette plongée des économies dans les abîmes, et ce, au niveau global. Alors, c'est bien de ça qu'il faut partir, et c'est mon deuxième point. Je vais essayer d'aller vite pour qu'on ait davantage de temps pour le débat. C'est bien de ça qu'il faut partir, parce que la crise des dettes publiques, c'est là qu'elle se forme. Alors, je vais vous donner juste un chiffre pour que tout le monde mesure un peu ce qui s'est passé entre 2008 et 2010. Fin 2008, pas un seul pays de la zone euro, pas un seul, n'est sur ce qu'on appelle techniquement dans une procédure pour déficit excessif. Ça veut dire que l'ensemble des pays de la zone euro se trouve en 2008, juste avant l'explosion de la crise financière, autour des fameux 60% de dette publique de Maastricht. Certains le dépassent de peu, mais dans l'ensemble, on est dans les zones admises par les traités qui sont des traités d'essence entièrement libérales. On pourra revenir sur ce point. Donc, même de ce point de vue, aucun des pays n'est sous procédure pour déficit excessif. En 2010, tous, bien sûr, y compris la très vertueuse Allemagne, sur laquelle nous reviendrons. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'en 2 ans, pour venir au secours des banques, et il y a d'autres éléments, je vais y revenir, les déficits publics ont augmenté, suivant les pays de la zone euro, d'une proportion qui va entre 20 et 30%. Ça veut dire que la France, par exemple, était à 62% de déficit public fin 2007, elle est à 83-84% en 2010. Donc la plongée dans les déficits publics s'est faite à l'occasion de l'explosion de la crise financière antérieure. Et, l'explosion des déficits publics, vous voyez, c'est pas le laxisme budgétaire des années antérieures, c'est pas un État social trop généreux, c'est entièrement provoqué par la crise financière. Alors, si on rentre plus en détail, d'où vient l'explosion des déficits publics? Il y a le coût de sauvetage des banques qui, dans le cas de la France, est relativement mesuré pour des raisons sur lesquelles on reviendra, mais dans beaucoup d'autres pays, au contraire, a été d'un coût énorme. L'essentiel, ça a été surtout le coût des plans de relance, qui ont été partout nécessaires pour empêcher l'asphyxie des économies et leur écroulement pur et simple. Et puis le dernier point, qui est très important, c'est la récession elle-même a provoqué une perte de recettes fiscales extrêmement importante, perte de recettes fiscales d'autant plus importante que dans les 20 années antérieures, on avait assisté à une véritable contre-révolution fiscale. Il s'est passé une chose tout à fait fondamentale, et vraiment ça c'est un des messages essentiels qu'on voudrait faire passer, c'est que la base fiscale sur laquelle les États démocratiques étaient construits, j'insiste sur ce point, la base fiscale qui fait qu'une démocratie est une démocratie, qu'elle a de l'éducation gratuite, qu'elle a une justice indépendante et digne de ce nom, qu'elle a un système de santé, qu'elle a un système de retraite. Bref, la base fiscale qui fait qu'une démocratie est une démocratie a été systématiquement détruite au cours des 20 dernières années au profit de la finance, au profit des grandes entreprises, au profit du capital, au profit des successions, au profit des placements financiers. L'un des chapitres du livre, qui très honnêtement, personnellement, je considère comme un des meilleurs du livre, est entièrement consacré à expliquer comment on a démantelé cette base fiscale. Alors on ne l'a pas démantelé pour rien. On l'a démantelé parce qu'on voulait privatiser des services. Parce que moins votre système de santé est garanti par une base fiscale socialisée et publique, plus vous aurez recours
à des systèmes d'assurance privée. Idem pour la santé, idem pour beaucoup d'autres services qui, dans les démocraties dignes de ce nom, sont assurés par des systèmes socialisés. Donc, c'est la destruction de cette base fiscale, encore amplifiée par la récession, qui a provoqué la situation dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi la reconstruction d'une base fiscale juste, d'une fiscalité remise sur ses pieds, dans lesquelles on revient sur l'ensemble des niches, des faveurs absolument abracadabrantesques qui ont été données à la finance, est la condition du retour à la démocratie. Rien de moins, je pèse mes mots, rien de moins. Alors maintenant, pourquoi est-ce la zone euro qui a été particulièrement frappée? Parce que vous me direz, aux États-Unis, la destruction de la base fiscale, qui a été commencée encore plus tôt par Reagan, ne s'est pas traduite par une crise des dettes souveraines comme en Europe. Alors ici, c'est mon troisième point, pourquoi la zone euro? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question parce que malgré le creusement des dettes au sein de la zone euro, la dette de la zone euro est restée dans l'ensemble bien inférieure à la dette américaine, qui est de quelque chose comme aujourd'hui 120%, bien inférieure à la dette anglaise et ridicule par rapport à la dette japonaise qui est de plus de 200%. Pourtant, les Anglais, les Japonais, les Américains continuent de financer leur dette à des taux de l'ordre de 2%. Pourquoi donc la zone euro a-t-elle été le lieu massif de la spéculation financière et le lieu dans lequel on a vu les taux d'intérêt pour le refinancement des dettes exploser comme ils ont explosé? La raison fondamentale, c'est des défaillances institutionnelles dans la construction de la zone euro. Et je vais y revenir parce que ça, c'est un point clé et c'est un enjeu majeur pour les années qui viennent. Les défaillances institutionnelles dans la construction de la zone euro, c'est quoi? C'est on fait une zone monétaire sans coordination macroéconomique. Ce qui fait que des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, etc., ont pu casser leur demande intérieure alors qu'il s'agit de la plus grande économie d'Europe, donc priver de déboucher l'ensemble des autres économies européennes et au contraire avoir une politique d'exportation extrêmement agressive. Il n'y a aucune coordination de politique économique en Europe et cette situation a creusé ces asymétries entre le bloc de l'Europe du Nord, pour parler vite, et le bloc de l'Europe du Sud, dont la France. Mais ça, c'est rien, d'une certaine manière. Il y a pire, il y a deux dispositions institutionnelles, donc inscrites dans les traités, qui ont permis l'hallali des marchés financiers contre la zone euro. Le premier, c'est que c'est ce qu'on appelle la no bailout clause, ou clause de non-solidarité. Il est inscrit dans les traités que dans le traité aujourd'hui de Lisbonne, mais qui date de Maastricht, que dans le cas où un pays est en difficulté, les autres ne viendront pas à son secours. C'est inscrit dans les traités. Il a fallu faire des arguties juridiques et des compromis et des luttes très complexes pour que finalement on mette en place ce fonds européen pour venir au secours de la Grèce, et encore sous des conditions qui ont fini par étrangler complètement la Grèce. Bien. 1. 2. À la différence des autres grands pays dont je vous ai parlé, la Banque Centrale Européenne est interdite d'acheter des dettes publiques. C'est quoi l'idée? Alors, ici, vraiment, je vous demande votre attention parce que ça, c'est vraiment un point absolument central. L'idée, c'est quoi? Quelle était l'idée des législateurs, c'est-à-dire, en vérité, des politiques qui ont fabriqué la zone euro, puis le traité de Lisbonne? Mais ça date de Maastricht. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que seuls les marchés financiers sont à la fois suffisamment intelligents, efficients, pour évaluer les risques sur les dettes, d'accord, et qu'il fallait leur confier le soin de discipliner les États. Autrement dit, l'idée derrière la construction de la zone euro, c'est qu'en interdisant à la Banque centrale d'acheter des dettes publiques, en obligeant les États à passer par les marchés financiers,
ceux-ci étaient les garants de la discipline, étaient les garants du fait qu'ils veilleraient à faire en sorte que les États ne puissent s'endetter au-delà de ce qui est raisonnable. Évidemment, c'est une blague absolue. Les marchés financiers ne sont les garants de rien. Les marchés financiers poursuivent un seul objectif, s'enrichir. Bien, si bien que pendant toute une période, alors que les asymétries se creusaient entre pays européens, la Grèce et l'Allemagne, jusqu'en 2008, ont levé de l'argent sur les marchés exactement au même taux. Vous voyez l'efficience, vous voyez l'intelligence des marchés financiers. Ils n'ont absolument rien vu venir. Et ensuite, après 2008, quand la crise s'est déclenchée, alors les dettes publiques successives, la grecque, l'espagnole, l'irlandaise, l'italienne, etc., sont devenues des objets de spéculation. Si bien qu'on a vu la zone euro devenir le martyr, d'une certaine manière, des marchés financiers, puisque sur tous les autres grands marchés de dette publique, ils sont pratiquement interdits d'intervenir. En tout cas, ils ont en face d'eux des banques centrales qui leur disent « Messieurs, allez jouer, allez jouer ailleurs. La dette publique, c'est nous, et c'est 2% ou 2,5%. » Et évidemment, dans ces pays-là, face aux banques centrales, ils se taisent. Voilà. Alors, ce qui est profond dans cette affaire, c'est qu'on pourrait dire « Ah, mais les législateurs européens se sont trompés. Il fallait qu'ils autorisent aussi la Banque centrale européenne à acheter des dettes. » C'est bien plus profond que ça. C'est bien plus profond que ça. Cette erreur, si je peux dire, c'est une erreur partagée, c'est une erreur planifiée. C'est l'idée de mettre les économies européennes sous le contrôle des marchés financiers. Et c'est une vision totalement libérale de la construction d'une zone économique, vision qui a explosé en plein vol en 2008-2010. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'il faut que les citoyens entendent. C'est sur ces choses-là qu'il faut débattre, parce que, comment dire, si la solution consiste à faire ce qu'on est en train d'essayer de faire, serrer la ceinture, etc., pour garder cet environnement dans lequel on a ces pseudo-gardiens qui sont en fait fondamentalement animés par des soucis de spéculation, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Il ne faut pas se tromper de crise, il ne faut pas se tromper de traitement, il ne faut pas se tromper d'institution. Voilà. Alors, dernier point, avant-dernier point, pourquoi et comment la crise n'a pas pu être jugulée, dans le cas de la Grèce, et pourquoi c'est en économie on dit endless, une crise sans fin, une crise, il y a un côté vraiment de martyrisation, c'est jamais fini cette histoire, c'est jamais fini. Bien. Première chose qu'il faut dire, c'est que la crise grecque, c'est de la blague. 250 milliards d'euros au départ, par rapport à la capacité d'intervention de la Banque centrale européenne, par rapport à ce qui s'achète et se vend tous les jours sur les marchés, c'est de la blague. C'est de la blague. Bien. Pourquoi n'a-t-on pas résolu la crise grecque? Parce qu'il fallait que les Grecs payent, parce qu'il fallait surtout pas qu'ils puissent continuer à s'endetter. Et donc, on a mis en place cette machine de guerre qui s'appelle le Fonds européen de stabilité, qui avait pour but, donc, qui conditionnait le rachat des dettes grecques à des solutions punitives en matière de politique économique. Et le malade est mort, guéri. D'ailleurs, en l'occurrence, il n'est ni mort ni guéri, mais il est plutôt mort que guéri. Pourquoi? Parce que les effets ont été bien plus dramatiques que la potion elle-même. Et aujourd'hui, la dette grecque a augmenté au lieu de diminuer. La capacité de financement de la dette a diminué. Et le résultat, c'est que aujourd'hui, pour l'essentiel, la dette grecque est en défaut. Et pour autant, est en défaut, ça veut dire qu'ils ne vont pas la payer, à hauteur de plus de 50%. Et pour autant, la solvabilité ultérieure des Grecs n'est toujours pas garantie. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement on a fait cette erreur sur la dette grecque, mais en plus,
comme on est très content de ce qu'on a fait là, on le promène de pays en pays. Hein. Donc, on a pris le modèle grec et on a dit aux Irlandais, allez, maintenant c'est à vous de serrer la ceinture. Alors, le cas d'Irlande, c'est le pire de tous, parce qu'en Irlande, il y avait 65 milliards de créances privées, de banque à banque, sur lesquelles, en 2008, les banques ont fait faillite. On aurait très bien pu dire, ok, elles font faillite, passez-moi une expression un peu dure, bon, qui se débrouillent entre eux, de banque à banque, qui se débrouillent entre eux. En principe, quand des créanciers privés font défaut, eh bien, ils se débrouillent. Pas du tout. L'État irlandais a dit, je prends 65 milliards de dettes, je prends, et je paye ça avec mes citoyens. Voilà. Et donc, l'Irlande, qui était le modèle, l'Irlande avait 30% de dette publique. Du jour au lendemain, ils sont passés à 90%. Pourquoi ? Parce que l'État irlandais a assumé 65 milliards de dettes privées et s'en est tenu pour responsable vis-à-vis du reste. Donc, on a fait circuler le modèle grec, d'accord, de la Grèce à l'Irlande au Portugal, c'est-à-dire là où le fonds de stabilité est intervenu. Et ailleurs, eh bien, on se l'applique soi-même. On se l'applique soi-même, de peur que le fonds européen de stabilité l'arrive. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Italie et c'est le cas de la France. Rappelez-vous les retraites. Les retraites, c'était pour éviter que l'on ait un jour à devoir passer par le fonds européen. Donc, le modèle grec s'est baladé partout et on est en train de généraliser la récession en Europe avec une capacité de paiement et de remboursement extrêmement aléatoire. Et c'est ce qui vient de se passer, c'est mon dernier point, je vais passer la parole à Henri pour poursuivre et achever. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de se passer Standard & Poor's, donc une agence de notation, le fer de lance des marchés financiers, l'intelligence du marché financier, parce que elle n'est pas très grande, l'intelligence des marchés financiers, mais enfin, quand même, ils ont une petite cervelle. Alors, les petites cervelles, qui sont des têtes chercheuses, c'est les agences de notation, qui disent « Ah oui, ça c'est une dette crédible, ah oui, ça c'est une dette pas crédible », et qui mettent leurs petites notes. En fonction de quoi, les marchés disent « Ok, ben, mon taux d'intérêt sera de temps, en fonction des petites notes. » Très bien. Standard & Poor's a dégradé, a-t-on dit, la note française de 3A à 2A+. Mais ça, c'est vraiment, comment dire, le petit bout de la lorgnette. Ça, c'est vraiment le cocorico français blessé qui s'est manifesté là-dessus. Standard & Poor's a dégradé 9 pays dans la zone euro dans la même journée et dans la même décision, dont plusieurs pays de 2 crans. Autrement dit, c'était un jugement bien plus massif que celui porté sur la France. C'était la zone euro fait fausse route. Nous, marchés financiers, qui avons exigé la récession, on s'aperçoit que ça n'est pas la solution et on dégrade l'ensemble des notes de la zone euro. J'ai vu d'ailleurs que hier, Fitch, troisième agence, a dégradé 5 pays. Bon, voilà. Autrement dit, et je vais m'arrêter là, la solution la purge que l'Europe s'est imposée pour calmer les marchés financiers, pour apprivoiser les marchés financiers, pour rassurer les marchés financiers, bon, eh bien les marchés financiers viennent de dire, ça ne nous rassure pas du tout, ça ne nous calme pas du tout, ça ne nous va pas du tout, on dégrade et on se prépare à augmenter les taux d'intérêt. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas aller très loin dans cette direction, et voilà pourquoi il nous semble qu'il faut procéder autrement. Voilà, je passe la parole à Henri. Donc vous avez compris que la crise actuelle est une crise multiple. C'est une crise financière au départ, c'est devenu une crise économique, c'est une crise de la zone euro, et puis c'est aussi une crise écologique. Nous sommes confrontés à ce problème qu'il faudra changer notre type de croissance. Et la grande question qui se pose, c'est qu'il faut reconnaître que depuis 30 ans, les économies développées ont fait fausse route. On a laissé se développer le capitalisme financier,
Et on voit aujourd'hui que le capitalisme financier nous amène à la catastrophe. Et donc ce qu'on a essayé dans le livre, c'est de montrer d'abord que le capitalisme financier nous amène à la catastrophe, c'est de montrer que les classes dirigeantes veulent utiliser la crise pour accentuer la fuite en avant du capitalisme financier. C'est ce qu'on appelle la stratégie du choc. On profite de la crise de la dette pour mettre en cause les dépenses publiques et les dépenses sociales. On profite de la dégradation des dettes publiques pour imposer de nouveaux sacrifices aux populations. On profite de la crise de la zone euro pour imposer des pseudo-règles d'or qui vont priver de tout contenu la démocratie dans les pays européens. Et en même temps, comme l'a dit Benjamin, cette stratégie est vouée à l'échec. Le capitalisme financier n'a pas d'issue actuellement. Et donc, il faut reconnaître qu'il faut une rupture. Et donc, on a essayé de définir les domaines de rupture, sachant que, naturellement, ce doit être une rupture française, mais en même temps, la France doit trouver des alliés en Europe pour que la rupture soit européenne et des alliés dans le monde pour que la rupture soit pensée à l'échelle mondiale. Et comme on dit dans l'introduction, le réalisme a changé de camp. C'est-à-dire que si on ne prend pas effectivement des mesures fortes, on va être enlisé dans des crises qui vont durer, qui vont amener à la stagnation économique et à la catastrophe écologique. Quand vous regardez l'histoire, l'année importante, c'est 1980, Reagan, Thatcher, le néolibéralisme qui s'installe et qui se donne comme objectif de briser le compromis d'après la Seconde Guerre mondiale, qui faisait qu'il y avait une sorte d'accord entre le capitalisme et le socialisme, une sorte de compromis avec le développement de la protection sociale, le keynésianisme qui faisait que l'État gérait l'économie, se donnait comme objectif de maintenir le plein emploi et qu'effectivement il y parvenait. Il y avait de la redistribution. Et puis durant cette période, les capitalistes et les rentiers avaient été un peu étranglés. Les taux d'intérêt étaient bas, les dividendes étaient faibles, le profit des entreprises était utilisé pour investir. Et puis en 1980, les classes dirigeantes ont dit ça suffit, on va restaurer le capitalisme. Et pour ça, on va augmenter les taux d'intérêt, on va développer les marchés financiers, les entreprises vont être soumises aux marchés financiers, il y a eu la financiarisation, on va déréguler, déréglementer. Bref, on va reprendre la lutte de classe et on va tout faire pour la gagner. Et c'est ce qu'on a vu entre 1980 et 2007. Dans la plupart des pays, on a une augmentation de la part des profits au détriment de la part du travail. On a eu une baisse de la fiscalité. On a eu le développement prodigieux de la finance. Et ça a été permis, facilité par la mondialisation, qui a permis aux classes dirigeantes de dire aux travailleurs, si vous êtes trop gourmands, c'est pas grave, on ira produire dans des pays où les travailleurs sont plus
conciliant. Ça a été permis par l'ouverture des frontières, qui a permis aux capitalistes de dire « baissez vos impôts ou on ira produire ailleurs, ou on ira s'installer ailleurs ». Et donc tout ça, ça aboutit au développement fabuleux du capitalisme financier avec toutes ces contradictions. Et ces contradictions ont explosé en 2007. Une des contradictions qui est apparue, c'est que comme on distribuait plus de salaires, peu de revenus sociaux, la consommation était impulsée par l'endettement des ménages, par des bulles financières, par des bulles immobilières, et ces bulles ont éclaté en 2007. Dans certains pays, la Chine, l'Allemagne, on se sortait d'affaires parce qu'on était plus compétitif, mais en même temps, il y avait des perdants, les États-Unis, les pays d'Europe du Sud, dont la dette augmentait de façon fabuleuse. Et là aussi, ça a éclaté en 2007, aux États-Unis avec la crise des subprimes, et puis en Europe avec la crise de la dette des pays du Sud. Et puis surtout, le rêve du capitalisme financier, c'est le développement prodigieux de la finance. Et le développement prodigieux de la finance, c'est-à-dire qu'il y a des masses énormes à la recherche d'une forte rentabilité, qui veulent des placements très rentables, qui veulent des placements liquides. Alors ces placements sont obtenus par des bulles financières, les cours montent, ça monte, ça monte, ça monte, tout le monde est content que ça monte, mais un jour on s'aperçoit que la montée fabuleuse des cours boursiers ne s'est pas accompagnée d'une hausse effective des profits réels, décagés au niveau de la production, et donc on a des bulles, on a des cracks, comme on a assisté au moment de la bulle Internet, et comme on a assisté en 2007-2008. Et puis, ces masses énormes de capitaux, ça crée une instabilité permanente. Un jour, on fait confiance aux pays de la zone euro. Deux ans après, c'est la méfiance généralisée. On a eu la crise de l'Argentine, la crise de la Russie, la crise de la Turquie, la crise asiatique. On vit en permanence avec des crises. C'est une caractéristique du capitalisme financier. Il y a des masses énormes de capitaux qui cherchent des placements, et en contrepartie, il faut qu'il y ait des pays, des agents, des entreprises qui soient massivement endettés. Et naturellement, il y a en permanence des crises de la dette. Et donc il faut sortir de ce système. Et en même temps, ce n'est pas simple, parce que les classes dirigeantes, elles ne veulent pas en sortir. Si on dit aux classes dirigeantes, pour soutenir l'activité, il faudrait que vous versiez plus de salaire, il faudrait avoir un système de prestations sociales plus développé, évidemment, elles vous rient au nez. Ce n'est pas leur intérêt. Donc au moment de la crise, en 2009, les dirigeants sont réunis au G20. Ils ont bien vu que la crise avait été causée par le capitalisme financier, par l'avidité des marchés financiers, par leur aveuglement. Ils ont pris quelques mesures de relance. Ils sont devenus keynésiens pendant quelques mois. Surtout Nicolas Sarkozy, qui a fait des discours extrêmement brillants à Toulon, en disant il faut punir les banquiers, les mettre en prison, etc., etc. Il faut restaurer l'industrie au détriment de la finance. Mais très vite, les classes dirigeantes ont imposé qu'il n'y ait pas de changement. Et la grande ambition, ça redevient de réussir à continuer comme avant. Et en même temps, ils ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas, on voit très bien, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, les ménages ont été ruinés par l'épuisement, par l'effondrement de la bourse, par la baisse du prix de l'immobilier. Les ménages qui épargnent pour leur retraite, qui épargnent là-bas pour financer l'éducation de leurs enfants, aux États-Unis qui doivent épargner pour leur santé, ils ont été ruinés par la chute de la bourse, et donc
Ils ont du mal à consommer de nouveau. Et donc on a des économies qui stagnent, qui ont du mal à repartir, malgré tous les efforts que fait la politique monétaire. Il y a des déséquilibres profonds au niveau mondial qui n'ont pas été résolus. L'Allemagne continue à être horriblement excédentaire, la Chine continue à être horriblement excédentaire, et ça pèse sur l'ensemble de l'équilibre mondial. On n'a pas réussi à trouver une nouvelle dynamique de croissance. Parce que les solutions proposées, les solutions nécessaires, ça va entièrement à l'encontre des intérêts de la classe dirigeante. Donc ça, c'est le tableau général. Et puis dans notre livre, ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder domaine après domaine, quels sont les méfaits du capitalisme financier, et qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il faut proposer à notre échelle, à l'échelle française ou à l'échelle européenne, pour créer une rupture. Parce qu'il nous semble que dans le débat public, il faut dire clairement, les stratégies proposées par les économistes dominants, les nouveaux chiens de garde, qui s'inscrivent complètement dans la lignée du développement du capitalisme financier, c'est partout des impasses. Prenons un exemple au hasard, la protection sociale. En matière de protection sociale, la grande idée, c'est la retraite par capitalisation. Il faut qu'elle se développe, il faut que les gens pensent à leur retraite, et pour ça, il faut qu'ils se placent sur les marchés financiers. Mais nous savons, nous, que c'est une impasse. Parce que les marchés financiers, ils sont instables. Ils ne peuvent pas garantir des retraites à la masse de la population. On dit aux gens, vous aurez 20%, 15% de rentabilité. C'est vrai 1 ou 2 ans, mais la troisième année, il y a une perte de 50%. Donc ce n'est pas une solution. Si on développe massivement la retraite par capitalisation, ça veut dire que massivement, les fonds de pension vont avoir des sommes à placer qui vont accentuer l'instabilité financière. Donc on dit clairement, ce n'est pas une solution. La solution, c'est développer, garantir la retraite par répartition, la garantir pour que les jeunes générations soient assurées effectivement d'avoir une retraite, de dégager par la hausse des cotisations les moyens nécessaires. Et c'est pareil pour la santé. La santé en France est victime d'une part du développement du libéralisme en matière de santé. Les médecins, certains médecins réclament les mêmes revenus exorbitants que les traders. Donc, d'un côté, on a le développement massif des dépassements d'honoraires, les cliniques privées, le fait qu'il faut rentabiliser l'intrusion du capital privé dans les cliniques. Et puis de l'autre, on a l'idée que petit à petit, on va faire dépérir l'assurance maladie pour laisser la place à l'assurance privée, sachant que l'assurance privée, elle est inégalitaire, parce que chacun payera selon son âge, selon son nombre d'enfants, selon ses caractéristiques médicales, et que ça sera lourd de conséquences pour la cohésion sociale. Et que l'exemple des États-Unis prouve bien que plus le système est privé, plus il est coûteux. Et donc la solution efficace, la solution sociale, ce n'est pas la solution libérale, c'est la solution maintien, développement de l'assurance maladie et lutter contre le développement des mutuelles et de l'assurance privée qui brise la cohésion sociale. En matière de fiscalité, c'est pareil. Benjamin vous a décrit la contre-révolution fiscale qui a fait que partout,
on a voulu prélever moins sur les riches, sur les entreprises, sur les patrimoines. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut faire l'inverse. L'efficacité d'une entreprise, ça vient de l'ensemble des travailleurs. Quand dans une entreprise, les écarts de salaire varient de 1 à 100, cette unité des travailleurs, elle est brisée. Les cadres dirigeants sont grassement rémunérés, non pas pour développer l'entreprise, mais pour apporter du profit aux actionnaires. Donc il faut rompre cette coupure de l'entreprise entre une caste de managers et l'ensemble des travailleurs. Il faut lutter contre l'étirement de la hiérarchie des salaires et lutter contre l'étirement de la hiérarchie des revenus, qui est tout à fait catastrophique. Et donc il faut imposer très fortement les salaires au-delà de 10 fois le SMIC, par exemple à 60-70%, et au-delà de 20 fois le SMIC, il faut un taux d'imposition confiscatoire. Parce que ce n'est pas tolérable, ce n'est pas efficace d'avoir de trop fortes inégalités de salaire dans les entreprises. La crise, elle s'est traduite par l'augmentation des inégalités de patrimoine. Là aussi, il faut un impôt lourd sur les patrimoines les plus élevés qui ont bénéficié de la crise. Il faut que la France soit à la pointe de cette lutte pour dire à tous nos pays d'Europe: il vaut mieux taxer ceux qui ont bénéficié de la crise plutôt que s'en prendre aux victimes, comme c'est le cas actuellement partout en Europe, où les stratégies, c'est réduire les retraites, réduire les prestations chômage, réduire les prestations familiales. En ce qui concerne les entreprises ne sont pas victimes d'une hausse fabuleuse des cotisations sociales. Si vous regardez les 20 dernières années, la part des cotisations sociales employeurs dans la valeur ajoutée s'est passée de 18 à 16%. Parce qu'il y a beaucoup d'exonérations de cotisations. Ce n'est pas ça qui nuit à la compétitivité. Par contre, la part des dividendes versés par les entreprises s'est passée de 2 à 8% de la valeur ajoutée. C'est les dividendes qui nuisent à la compétitivité des entreprises. Le fait que les entreprises doivent verser des dividendes fabuleux et que du coup, elles investissent moins. Donc il faut décourager le versement de dividendes, il faut augmenter la taxation des dividendes à l'IS de manière à inciter les entreprises à effectivement investir. Je ne vais pas aborder tous les chapitres. Il y a un chapitre important, 2 chapitres importants. Il y en a un, les 2 derniers, qui portent sur la finance. C'est une évidence maintenant. Le gonflement de la finance, le gonflement des activités spéculatives, les revenus élevés des traders, tout ça, c'est contre-productif. Ça ne sert à rien. Imaginez qu'un jeune ingénieur qui sort de Centrale, il gagne 10 fois moins s'il travaille dans une entreprise d'automobile ou d'aéronautique, à mettre sur pied effectivement les innovations techniques dont on a besoin pour prendre le tournant écologique, que s'il travaille dans une banque, à spéculer sur le fait que l'Espagne va ou ne va pas faire faillite avant ou après le Portugal. C'est complètement stupide, c'est complètement absurde. Vous savez que dans les banques, on est très content parce qu'on a mis sur pied des procédures qui permettent de spéculer, qui permettent de placer, si on peut dire, de manière automatique, qui permettent des réactions au centième de seconde. Donc c'est automatique. Quand par exemple il y a une catastrophe au Japon, automatiquement, ça permet de spéculer contre le yen et contre les entreprises japonaises.
Et à quoi ça sert au niveau social? Ben, ça permet qu'effectivement les banques gagnent de l'argent au détriment des clients. Parce que les banques, elles réagissent en 1/10 de seconde, et les clients, ils mettent 2-3 jours. C'est du vol. Il ne faut pas développer ce genre de choses. Donc, ce qu'on propose dans le livre pour aller vite, c'est d'interdire un certain nombre d'innovations qui sont totalement inutiles. C'est d'avoir une fiscalité extrêmement lourde sur les transactions financières, sur les revenus des banques, sur les revenus des traders. C'est d'interdire aux banques de spéculer et aussi d'interdire aux banques de prêter aux spéculateurs. Parce qu'une grande partie de la spéculation, ça se développe grâce au fonds que les banques prêtent aux fonds spéculatifs. Ce qui est très important aussi, peut-être le chapitre le plus important, c'est celui sur l'écologie. On a un problème à l'échelle mondiale qui est qu'il faut prendre un tournant écologique. Il faut économiser les matières premières, il faut économiser l'énergie, il faut éviter l'émission de gaz à effet de serre. Et ça peut se faire de nombreuses manières. On peut très bien imaginer que tous les efforts, si on peut dire, soient demandés aux plus pauvres. À se contenter d'augmenter les prix, tant pis pour les plus pauvres. Mais il y a une autre solution, c'est qu'il faut changer notre société pour passer à une société plus sobre, plus égalitaire. Il faut repenser nos modes de production, nos modes de consommation. On ne peut pas laisser les grandes entreprises dicter, comme elles le font actuellement, les besoins, l'évolution des besoins par la publicité, alors que on a des besoins essentiels à satisfaire. Il faut repenser notre mode de production en tenant compte de ces contraintes. Il faut développer les services non marchands qui sont peu polluants, mais une grande partie de ces services sont non marchands, donc ça échappe au capitalisme. Et d'un autre côté, il ne faut pas laisser le capitalisme y pénétrer. Et donc, naturellement, ça veut dire qu'on va avoir besoin, dans les années à venir, de plus de dépenses publiques, pas de moins. On a besoin d'enseignement, on a besoin de recherche. Ça suppose qu'on ait des impôts, ça suppose qu'on réhabilite la dépense publique. Une partie de la dépense publique, une partie profite directement aux ménages, est peu coûteuse sur le plan écologique, et puis elle est égalitaire. Vous savez qu'un des grands motifs de fierté de Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir réussi à réduire le nombre de fonctionnaires, réduire le nombre d'enseignants, réduire le nombre d'infirmières. Donc autant de postes qui ne sont plus pourvus, autant de jeunes qui sont au chômage. Est-ce que c'est vraiment idéal que des jeunes qui pourraient être professeurs se retrouvent aujourd'hui au chômage? Non, il faut repenser entièrement notre projet de société. Il faut faire un tournant par rapport à la stratégie mise en œuvre par le néolibéralisme et en particulier par le gouvernement actuel qui l'incarne. Tout ceci nécessite à la fois une stratégie de rupture en France et puis aussi une stratégie de rupture en Europe. On ne peut pas laisser les marchés financiers spéculer contre la monnaie des différents pays de la zone euro.
Donc il faut dire clairement, l'Europe est solidaire et l'Europe garantit les dettes publiques. Elle ne les garantit pas à 7%, elle ne les garantit pas à 12%, elle les garantit à 2%. Donc il faut restructurer les dettes publiques en disant oui, on va payer avec un taux d'intérêt raisonnable, le taux d'intérêt sans risque, c'est-à-dire 2%. Puis en même temps, on ne va pas tout payer. On ne va pas payer la dette qui provient des déficits bancaires. Il n'y a aucune raison de payer que nous, contribuables français, par exemple, on paye pour Dexia, si effectivement, il y a des personnes, des gros fonds spéculatifs qui ont placé leur argent chez Dexia, qui devait être fortement rémunéré. Dexia a fait faillite, ce n'est pas aux contribuables français de payer. Il faut d'abord faire payer les actionnaires, il faut faire payer les gros créanciers de Dexia, et puis c'est pareil en Irlande. Et de même, on ne va pas payer les emprunts toxiques que Dexia a imposés à certaines collectivités locales. Donc il faut garantir les dettes publiques, mais uniquement les dettes publiques qui sont justifiées. Ensuite, à l'échelle européenne, il faut une coordination des politiques économiques. Mais cette coordination, elle doit avoir un objectif, la croissance. Actuellement, après-demain, on va nous apprendre qu'il y a un pacte fiscal qui a été signé à l'échelle européenne, qui est extrêmement dangereux, qui impose à tous les pays de faire des politiques d'austérité, qui impose à tous les pays d'équilibrer leurs finances publiques et qui impose à tous les pays pratiquement de le faire en baissant les dépenses sociales et les dépenses publiques, puisque l'harmonisation fiscale ne sera pas organisée en Europe. C'est une stratégie qui est suicidaire sur le plan économique, c'est une stratégie qui est suicidaire sur le plan social, et comme l'a dit Benjamin, c'est une stratégie suicidaire sur le plan financier, parce que ça plonge l'Europe dans la récession et que ça ne rassure pas les marchés financiers. Donc il faut une coordination des politiques en Europe, mais une coordination pour la croissance. Et puis elle doit être différenciée. Il faut regarder les situations. On a des pays du Nord où les salaires sont comprimés depuis 10 ans. On a des pays du Nord où la protection sociale recule depuis 10 ans. On a l'Allemagne qui a réussi à augmenter de façon prodigieuse son taux de pauvreté. Il faut dire à ces pays, non, ce n'est pas possible. Il faut relancer, il faut recréer une protection sociale digne de ce nom. Et puis aux pays du Sud, les pays du Sud doivent être aidés à se réindustrialiser. Donc il faut imposer aux pays du Nord d'utiliser, d'une part, de réduire fortement leurs excédents commerciaux, et puis d'autre part, d'utiliser les excédents commerciaux à réindustrialiser les pays du Sud, notamment en ce qui concerne les économies renouvelables et le tournant écologique. On l'a dit, il faut une harmonisation fiscale en Europe, faire payer les grandes fortunes et pas faire payer les bénéficiaires de dépenses sociales. Il faut dire clairement aux Européens, la finance c'est dangereux, ne risquez pas votre épargne sur les marchés financiers, ne risquez pas votre retraite sur les marchés financiers, et développer un secteur bancaire public qui recueillera l'épargne des Européens, qui la rémunérera à un taux bas mais garanti, et qui l'utilisera pour financer la réindustrialisation et la transition écologique. Bref, on n'est pas condamné à la catastrophe néolibérale, on n'est pas condamné, l'Europe n'est pas condamnée à s'aligner sur les États-Unis, l'Europe n'est pas condamnée à être de plus en plus inégalitaire, on n'est pas condamné à la catastrophe écologique, mais simplement, il faut une rupture décidée
Il faut une Europe sociale, solidaire, écologique. On a essayé d'y contribuer par notre ouvrage. Dans tous les pays, la plupart des pays d'Europe, il y a des économistes et des citoyens qui vont dans la même direction. Et il est important qu'au moment des élections, on fasse pression sur nos hommes politiques pour qu'effectivement, ils proposent des